Et le Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Euro 2020 et bien évidemment pour donner mon pronostic. Vous me l'avez beaucoup demandé, j'ai pris un peu de retard, il est vrai, ça fait déjà 4-5 jours que l'Euro a commencé. Mais entre tous les projets professionnels et personnels que j'ai en dehors de YouTube et de Twitch, forcément ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai pas eu le temps surtout de faire une vidéo de 30-40 minutes comme j'avais promis à la base. On va du coup faire une vidéo beaucoup plus courte qui sera plus précise et concise pour vous donner mes favoris, qui seront mes outsiders, mes futures déceptions et bien évidemment qui pour moi va remporter l'Euro dans une petite vidéo condensée avec mes idées. D'ailleurs les amis, je vous informe que cette vidéo est en partenariat avec NetBet France, du coup qui est un site et une application de paris sportifs qui te permet d'avoir des cotes hyper avantageuses sur l'ensemble des sports, dont le football bien évidemment. Ils ont aussi fait des cotes très belles sur l'équipe de France, sur ses joueurs, etc. Donc forcément et même sur quelques favoris de l'Euro 2020. Du coup tu auras vraiment de très belles cotes pour gagner si tu es en tout cas assez bon là-dedans. Tu auras accès à 150 € de paris gratuits si tu passes par mon lien dans la description et avec mon code. Du coup tu pourras te mettre extrêmement bien si tu es en plus de ça un très bon joueur. Moi je te mets notamment à l'écran rapidement un petit peu les paris que j'ai pu faire après en avoir remporté quelques-uns et remporté derrière quelques free bets. J'ai pu parier derrière notamment sur le fait que Karim Benzema sera le meilleur buteur de l'équipe de France. Et de l'autre côté, que l'équipe de France pour moi sera l'ultime favori, mais bien évidemment, on va en parler aujourd'hui dans la vidéo. Donc voilà, tu auras tout en description, fais-toi plaisir si t'aimes bien parier, en tout cas tu as tout pour te faire kiffer. Après les amis, je voulais aussi vous remercier en début de vidéo parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne principale qui parle de manga et d'animé. On a passé les 100 000 abonnés dessus il y a pas longtemps, vous avez été extrêmement nombreux aussi sur cette chaîne-là, en tout cas me donner des félicitations sur les réseaux sociaux, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère qu'un jour que cette chaîne 100% foot, pourquoi pas passera les différents paliers des 20K, 30K, 50K et les 100K, ça sera en tout cas magnifique. Je vous prépare plein d'autres gros projets, il y aura aussi un nouveau décor pour les vidéos foot, tout ça qui va arriver très bientôt. Du coup si vous ne voulez pas rater ça et me soutenir, vous savez quoi faire. Donc les amis, passons directement dans le vif du sujet qui sont pour moi déjà rien que là les favoris de la compétition. Pour moi il y en a 4, il s'agit de la France, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Belgique. Pourquoi ces 4 là? Parce qu'en fait ces 4 là, durant les 2 dernières saisons avant l'Euro 2020, ont fait pour moi des groupes et surtout construit des groupes et des collectifs qui sont pour moi les plus impressionnants aujourd'hui. Pas forcément dans l'aspect technique pour toutes les équipes ou l'aspect uniquement physique, etc. Mais parce que tous ces groupes là, en fait ces 4 équipes là, ont des compositions, ont des joueurs à chaque ligne qui sont absolument monstrueux. C'est non seulement des 11 types qui sont impressionnants, mais à côté de ça tu as des remplaçants d'une qualité mais absolument impressionnante. Tu peux même limite créer 2 équipes type avec certaines équipes. Tu as vraiment de quoi faire pour faire tourner durant le tournoi, avoir des joueurs sur lesquels t'appuyer si ça va bien ou si ça va pas bien, et vraiment des équipes qui pour moi ont une cohérence dans la construction du groupe et aussi dans la physionomie de jeu qui sont pour moi les plus intéressantes et qui peuvent en tout cas aller le plus loin possible. Je parle de ces 4 là parce que du coup la Belgique, on sait qu'ils ont un excellent football, qu'ils ont d'excellents joueurs, et même si en ce moment du coup Kevin De Bruyne a raté le premier match et que Hazard n'est pas à 100% et tout ça, on a vu directement dans les matchs amicaux, dans les préparations, à tout ce qu'ils ont pu jouer comme petits ou comme gros matchs, c'est une équipe qui est extrêmement sérieuse, qui sait prendre en tout cas la pleine mesure de l'événement, qui a pris de l'expérience depuis maintenant quelques années avec leurs belles prestations durant les dernières compétitions internationales. C'est des joueurs aussi qui ont su grandir, qui ont pris de l'expérience, qui forment autant un noyau dur, qui ont su incorporer des jeunes extrêmement talentueux pour avoir une équipe qui est vraiment très homogène, enfin très hétérogène pardon, et vraiment c'est une équipe qui pour moi aujourd'hui peut faire la différence en étant sérieux du début à la fin de la compétition. L'Italie c'est pareil, c'est une équipe qui n'a quasiment pas perdu depuis plus de 20 matchs maintenant en sélection. C'est une équipe qui a su se montrer très appliquée contre la Turquie au premier match, qui était quand même un client plutôt intéressant même s'ils n'ont pas montré grand chose dans le premier match de la saison dans l'Euro 2020. Mais l'Italie pour moi c'est une équipe qui, sans avoir de très grosses stars si tu vas à chaque ligne, arrive quand même à aligner des 11 compétitifs, qui arrive à aligner une rigueur tactique impressionnante, qui arrive à se montrer efficace et solide derrière. Et après tout, même si t'as pas le plus beau jeu du monde, ça reste quand même la base de tout, prendre moins de buts de ton adversaire et surtout en marquer plus que lui. Du côté de l'Angleterre, moi ça m'a extrêmement surpris leur prestation contre la Croatie, qui certes a perdu quelques joueurs etc, qui sont un peu plus vieux et tout, mais de l'autre côté t'avais quand même une Angleterre qui était hyper plaisante à voir jouer. On avait limite un des plus beaux matchs entre Angleterre-Croatie, surtout le match de l'Angleterre qui était très beau à voir. Ça jouait vite en compte, ça jouait la possession, c'était fluide, le pressing et le contre-pressing étaient quand même extrêmement bien maîtrisés. T'avais vraiment des jeunes joueurs qui au fur et à mesure de jouer au très haut niveau à Chelsea, à Manchester United ou City, à Liverpool et dans d'autres clubs en tout cas international, t'avais vraiment des joueurs aujourd'hui qui ont appris, j'allais dire, à avoir une maturité footballistique hyper impressionnante, et tu vois vraiment que le collectif est hyper huilé. Et quand tu vois que même dans les tribunes, t'avais Sancho, t'avais Chilwell, tu vois quand même que le réservoir de talent de l'équipe d'Angleterre, que ce soit les jeunes, les cadres, etc., ceux qui sont un peu plus anciens,
bah c'est impressionnant. C'est impressionnant. L'Angleterre aujourd'hui, pour moi, m'a montré qu'on peut peut-être avoir tort. Alors pour l'instant, c'est que les matchs de poule. On sait que l'Angleterre, dans les phases de poule, ils sont plutôt bons, mais dès que tu arrives en huitième ou quart de finale, ça bégaye un petit peu et ça déçoit un petit peu tout son monde. Mais là, cette année, j'ai l'impression que autant leur collectif, que leur 11 type, et aussi bien évidemment le banc qu'ils ont, le talent de leurs joueurs, c'est tout ce qu'ils peuvent apporter, bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils vont peut-être un petit peu mettre fin à leurs démons des saisons passées et pourquoi pas créer, pas forcément la surprise, mais en tout cas détruire les attentes qu'ils ont un petit peu pas forcément remplies ces dernières années et pourquoi pas aller plus loin qu'à la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire aller plus loin qu'en demi-finale pour cette fois-ci aller en finale et éventuellement avoir plus qu'une main sur le trophée. En tout cas, l'Angleterre, vraiment, que ce soit les Harry Kane, les Sterling, que ce soit aussi leur milieu de terrain, les jeunes comme Foden, etc., Mason Mount et tout ça, même les défenseurs, ben, en fait, ils ont tous pris la pleine mesure de l'événement, ils ont tous pris conscience de la chance qu'ils ont de porter le maillot de leur pays, d'être là en tant que titulaire pour certains, en tant que remplaçant pour d'autres, et vraiment, quand tu les vois sur le terrain, ça joue décomplexé, ça joue bien, il y a très peu de déchets, ça joue physique, technique et tout ça. C'est une Angleterre qui est très plaisante à voir jouer et franchement, je serais pas surpris de les voir aller au bout cette saison, quoi. Et pour la France, pour moi la France, mais en fait, quand je vois l'équipe de France jouer, c'est une équipe qui est très solide derrière, qui est aussi très efficace devant, qui a un trio devant, mais qui est absolument fantastique, Benzema, Griezmann et Giroud. Et moi, vous le savez les amis, vous le savez. Moi, je suis pas pour la France, je suis pour l'Espagne. Mes origines, elles ressortent, etc. Je suis pas pour la France, donc je suis hyper objectif en disant que la France, pour moi, a la meilleure équipe d'Europe, si ce n'est du monde actuellement. Ils ont, pour moi, les meilleurs joueurs en termes offensivement. Ils ont une défense, certes, qui peut être améliorée, parce que Pavard, pour moi, c'est pas un excellent joueur, c'est pas un très très grand joueur, c'est un joueur un peu banal, mais ils ont quand même des mecs comme Lucas Hernandez qui se donnent corps et âme au physique, il a jamais l'affaire. T'as des défenseurs centraux comme Varane Kimpembe qui font partie des meilleurs joueurs du monde actuellement en termes de défense centrale. T'as quand même de la ressource, t'as quand même des mecs comme Langlais, puis même au milieu de terrain, t'as quand même Pogba, t'as Rabiot, t'as surtout Maestro Kanté, t'as Tolisso qui revient super bien, t'as une quantité de joueurs à toutes les lignes pour moi qui est absolument exceptionnelle. Je te parle même pas de l'attaque parce que quand je parle des offensifs, forcément j'ai parlé du trio, mais t'as Giroud que quand il rentre, il apporte un profil différent, il apporte aussi une mécanique huilée totalement différente. T'as de l'autre côté Ousmane Dembélé, t'as Coman, enfin... Comment tu veux être en panne de but et surtout de solidité avec une équipe qui est maîtrisée de A à Z? C'est quand même un truc de fou. Et pour moi, l'équipe de France, c'est aussi en leur faveur le fait qu'en face, il n'y ait pas non plus des mastodontes d'équipe à part l'Angleterre, éventuellement la Belgique qui peut poser problème. Parce que l'Italie, comme je le disais, c'est plus un collectif et une rigueur tactique qui est impressionnante et une solidité que des grandes stars sur le terrain. Certes, il y a des mecs comme Insigne, Immobilier, etc. Mais c'est pas des mecs qui ont percé, j'allais dire, dans les grosses équipes du monde entier. C'est des mecs qui jouent tout simplement en Serie A pour la plupart, dans des clubs moyens qui ne brillent pas forcément très haut en Ligue des Champions et du coup bah forcément c'est des joueurs qui ont un peu une progression qui est un peu freinée et finalement qui ressortent mieux dans le collectif que individuellement. Et pour moi la France aujourd'hui c'est une grande force autant collective que individuelle parce qu'à la Coupe du Monde 2018 c'était un petit peu ça comme mélange, une grosse force collective avec des individualités comme Griezmann, Pogba ou Mbappé qui se mettaient en évidence. Aujourd'hui c'est encore plus le cas avec des mecs comme Kanté encore bien plus fort, Tolisso encore bien plus fort, Mbappé encore plus fort avec le retour de Benzema et tout ça. Et franchement, ça fait plaisir à voir. T'as aussi des sélections qui ont un petit peu des problèmes, comme l'Allemagne qui s'est souvent pris des grosses raclées contre les grosses nations en amical, qui n'ont pas su se montrer à la hauteur souvent de certains gros matchs, j'allais dire, même si c'était des amicaux, ça reste quand même des tests assez importants à noter. Dans les grandes compétitions, ils sont toujours présents. Certes, dans les dernières, ils ont un petit peu eu du mal, mais c'est la malédiction de l'équipe championne du monde et chaque fois, ils s'écroulent dans la foulée. Mais en général, l'Allemagne, ça a toujours eu historiquement une grande place, en tout cas dans les places les plus importantes que sont en Coupe du Monde ou à l'Euro. Et il est clair qu'ils peuvent être extrêmement dangereux. On verra bien en tout cas dans la phase de poule contre la France et le Portugal quand ils vont se comporter avec leur nouvelle jeunesse et les nouveaux cadres. Pour certains qui sont de retour aussi, on verra bien. Mais pour moi, l'Allemagne aujourd'hui est plus vue comme un outsider, comme un sous-favori que comme un favori, tu vois. Tout comme le Portugal qui pour moi n'a pas le football, n'a pas, j'allais dire, les qualités techniques pour surpasser leurs adversaires. Ils n'ont pas, j'allais dire, je sais pas comment expliquer ça, parce qu'ils ont quand même Cristiano Ronaldo, t'as quand même des joueurs comme Diogo Jota, t'as quand même des très bons joueurs à toutes les lignes. Mais pour moi, le Portugal, c'est pas chaque fois l'équipe qui joue le mieux. Et on voit ça notamment à la Coupe du Monde passée. On a vu ça, bon, à part l'Euro 2016, mais les précédentes compétitions. Certes, ils sont bien placés, mais souvent, ils sont limités techniquement. Ils n'arrivent pas forcément à donner la pleine mesure de leur talent que peuvent offrir leurs joueurs.
joueurs sur tous les plans en fait. Mais à ne pas sous-estimer, autant comme l'Allemagne, le Portugal peut faire une excellente compétition, il ne faut pas les sous-estimer comme je le répète, mais ça reste quand même des équipes qui pour moi ne peuvent pas être vues comme favoris quand tu vois ce qu'ils ont fait notamment dans certains matchs de préparation et ils ont un petit peu déçu dans leur qualité de jeu en fait. L'Espagne que je supporte forcément, pour moi, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes. On a une équipe aujourd'hui, je vous le promets les gars, et je vous le dis en tant qu'Espagnol, on a une équipe aujourd'hui qui ne fait peur à personne et qui est pour moi parmi les pires sélections espagnoles que j'ai vues depuis au moins 20, 25, voire 30 ans en Espagne. J'ai que 25 ans, mais moi je regardais déjà un petit peu, tu vois, j'ai revu les rediffs, etc. Et un petit peu pour cette vidéo, les anciennes compositions de groupe de l'Espagne dans les différentes compétitions d'avant. Franchement, c'était la première fois que je regarde la sélection de l'équipe d'Espagne et je me dis, ça pue la merde, littéralement. Genre là, franchement, je suis inquiet en tant que supporter de me dire que certes, les phases de poule, ça peut bien se passer. Là, je tourne avant le match contre la Suède, on verra bien après. Mais personnellement, je suis inquiet. Je suis inquiet. Et je me dis, ça va être tendu. Je pense que l'Espagne, en 8e ou en quart, en tant contre une grosse équipe, on se plie, on dégage et on rentre à la maison. C'est clair. On n'arrivera pas à la cheville de la France. Même l'Italie aujourd'hui, qui nous avait déjà torché en 2016, est plus forte que nous. L'Angleterre, je pense pas qu'on pourrait les battre aujourd'hui. Tu vois, il y a quand même un truc comme ça, tu vois. La Croatie, j'en ai un peu parlé. Pour moi, c'est un peu comme l'Espagne. C'est une équipe aujourd'hui qui est en perte de vitesse, qui certes a de grandes individualités, mais par contre, on a vu contre l'Angleterre qui était très limitée dès que l'opposition en face allait au pressing, qui était plus physique, qui était plus technique. Et on voit surtout que les cadres de la Croatie sont vieillissants, qui ont du mal surtout à trouver leur place là-dedans, que les jeunes aussi n'assurent pas forcément la transition. Donc forcément, ça donne comme l'Espagne, une équipe qui a eu ses moments de gloire, même si bien sûr la Croatie a eu beaucoup moins de moments de gloire que l'Espagne. Mais de l'autre côté, tu as un manque de renouvellement qui est quand même assez inquiétant et qui empêche autant la Croatie que l'Espagne, malgré leur beau jeu dans certains matchs, amicaux comme en compétition, ça les empêchera je pense d'aller au bout et assez loin. Après les Pays-Bas, le problème c'est que pour moi, ils ont beaucoup trop de déchets défensivement et même dans leur jeu, il y a un manque d'efficacité par moment qui peut leur poser problème. Certes, ils ont mis 3 buts contre l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est pas non plus l'équipe de ouf à suivre, tu vois. Ils ont quand même pris 2 buts contre l'Ukraine. L'Ukraine d'ailleurs qui n'a pas démérité, qui aurait pu à des moments pourquoi pas égaliser, ou en tout cas avoir un nul sans concession, même si le Pays-Bas a eu bien plus d'occasions fraîches, etc. Mais pour moi, les Pays-Bas, c'est pas une équipe qui me fait peur. On les a vus en préparation, c'est pas non plus des mastodontes, tu vois. Alors que du coup, quand je regarde d'autres équipes, etc. Bon, il y a eu aussi le problème du Danemark avec Eriksen, etc. Forcément, on est très content qu'ils s'en soient sortis. Mais le Danemark, je les voyais bien comme des outsiders, mais aujourd'hui, avec leur défaite contre la Finlande, malheureusement, ça les met un peu dos au mur dès le début. C'est un peu comme la Pologne qui a perdu à l'instant que je tourne la vidéo contre la Slovaquie. Donc forcément, ça pose aussi des problèmes à certaines équipes comme ça. T'as des équipes comme la Turquie qui est aussi dos au mur après leur défaite contre l'Italie. T'as le Pays de Galles et la Suisse qui pour moi n'ont pas du tout le collectif, qui n'ont pas les individualités qu'il faut pour aller au bout et lutter contre les grosses équipes, qui n'ont pas la qualité de jeu suffisante. Là, je défie les équipes à côté de moi, mais vraiment, à part celles que je vous ai citées précédemment, je vois pas d'équipes qui peuvent vraiment créer la surprise. Moi, en outsider, comme je le disais, je vois plus l'Allemagne et le Portugal qui pour moi ne font pas partie des favoris. Après, si tu parles vraiment d'outsiders qui ne font en général jamais partie des favoris, là aujourd'hui, je te donnerais vraiment... en vrai, je sais même pas. Je sais même pas parce qu'il y a tellement d'équipes qui pour moi sont un peu trop surcotées ou sous-cotées, etc. C'est compliqué, mais en tout cas pour moi la déception elle viendra plus de la Croatie, de l'Espagne, éventuellement d'une équipe comme la Belgique qui pourrait s'écrouler plutôt que prévu, à voir bien évidemment, mais après je serais pas surpris qu'imaginons que le Portugal et l'Allemagne s'arrêtent assez tôt dans la compétition quoi. Enfin voilà, en tout cas c'était mon avis à chaud, j'essaie en tout cas de débriefer très rapidement la compétition pour pas avoir une vidéo beaucoup trop longue, j'essaie d'aller à l'essentiel pour mes pronostics. Pour moi, la France remportera l'Euro 2020. Si c'est pas eux, je mettrai une pièce quand même sur l'Angleterre ou sur l'Italie. Ça sera mon top 3, en tout cas des favoris. La Belgique en 4e, mais après ça derrière c'est vraiment le panier d'après, Allemagne, Portugal, Espagne, Croatie, mais qui pour moi eux vont s'arrêter quand même en quart de finale grand maximum. Donc en tout cas les gars, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis, vos pronostics sur l'Euro 2020, qui sont vos favoris, vos futures déceptions, vos outsiders, etc. qui sera pour vous le grand vainqueur. N'oubliez pas d'aller en description pour le partenariat avec NetBet si ça vous intéresse de parier sur les applications de paris sportifs et tout ça. N'hésitez pas aussi bien évidemment à vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.